bonsoir et puis merci d'être là, surtout. Alors, ce que vous allez voir, c'est un documentaire de 60 minutes, ça c'est le petit détail, sur ce qui s'appelait le cinéma de la transgression. Et qui est on va dire, une des scènes d'ampleur new-yorkaise des années 80, une scène de cinéma punk, rock, je crois qu'on peut dire ça, qui est intimement liée à la scène musicale aussi de l'époque, qui s'appelle la No Wave. Voilà. Et parmi les personnes que vous allez voir, en fait, ça retrace un petit peu leur parcours jusqu'à aujourd'hui. C'est surtout moins qu'une étude chronologique de ce qui s'est passé dans les années 80, c'est la mise en perspective de ces artistes-là, de ce qu'ils se sont faits jusqu'à aujourd'hui, et de l'impact que ça a eu. Comme peut-être beaucoup d'entre vous, je ne sais pas, j'étais fan de Sonic Youth. Voilà, j'ai commencé à écouter Sonic Youth quand j'avais, je sais pas, 13 ans, on va dire. Et avec un de mes amis qui a fait la musique du film, qui est dans le groupe D-Damage, m'a un jour offert cette cassette, une sorte de cassette pirate, copie de films d'Axan. Et j'ai découvert les films de Richard Kahn et Nick Z. Donc voilà, j'avais 15 ans, on va dire. Je ne suis pas une famille très cinéma, donc je n'avais aucune notion de ce qu'était le cinéma. C'est la première perception du cinéma que j'ai eue, en tant que mouvement, en tant que voilà, un cinéma qui portait des idées, etc. Donc ça m'a marqué, puis ça m'a marqué aussi à cause des images et à cause de ce que ça portait, à cause de la musique énormément, du lien avec la musique. Donc c'est toujours resté là. J'ai toujours eu envie de faire quelque chose sur eux, et surtout sur Richard Kahn, parce que c'est la personne qui m'intéresse le plus, je crois. Et voilà, et puis j'ai commencé à travailler dans l'audiovisuel. C'est venu naturellement sous cette forme. J'avais des vacances pour une fois et je suis partie à New York et j'ai commencé à le faire. C'est aussi bête que ça. Voilà. Et puis après, ça m'a pris 5 ans pour le faire. C'était la partie un peu plus compliquée. Mais voilà, c'est quelque chose qui est toujours resté là à cause de la musique. Ça m'a parlé directement, c'est assez immédiat. Voilà, ça m'a parlé à cette époque-là, je ne sais pas trop pourquoi. Il faudrait que j'aille voir un psy à un moment donné. Mais... Je confirme. Merci. Ce qui est particulier avec ce mouvement, c'est que c'était vraiment des amis, c'était des gens qui se connaissaient ou qui partageaient des appartements. Donc avant d'être un mouvement, c'était des amis. Ils ont fabriqué ce mouvement. Ils le disent, de toute façon, vous l'avez vu. Donc voilà, mais après, je suis convaincue que quels que soient les États, quels que soient les pays, il y avait des équivalents partout. Je crois que c'est plutôt une question de génération, des années 80, plutôt qu'une question de New York. Après, le fait qu'ils habitent à New York, ça apporte des choses bien spécifiques. Mais je pense que c'était des mouvements qu'on pouvait retrouver en Allemagne aussi à l'époque, avec des groupes comme Neubauten, ou des choses comme ça. Je crois que c'est un état d'esprit des années 80, post-punk. Donc je suis sûre qu'il y a beaucoup plus d'équivalents. Je trouve que le concept de ce mouvement-là, il est assez fragile. D'abord parce que c'est une personne qui l'a édité, et qu'ensuite la base de ce mouvement, comme je disais, c'est surtout les copinages et autres. Donc le concept dans ce cas particulier, il est assez faible. Alors bien sûr, ils se retrouvent autour de l'idée de... ils écoutent du rock, ils écoutent du punk, ils partagent une certaine idéologie, mais elle est très limitée. Ils ne sont pas organisés, comme le mouvement Dada ou les surréalistes pouvaient l'être. Il n'y a pas de chef. Et surtout, le principe est de toute façon de faire rentrer ses amis, ses petites copines, et que tout le monde puisse se libérer, faire des films s'ils en ont envie, faire l'acteur s'ils en ont envie, faire de la musique s'ils en ont envie. Donc effectivement, après, c'est surtout les personnalités qui ressortent. Et c'est pour ça que ça n'a pas tenu et que ça n'existe pas, et qu'il n'y a pas d'héritier, probablement, comme quelqu'un a demandé tout à l'heure. C'est parce que c'est moins un mouvement que des personnalités. Ils étaient beaucoup plus nombreux que ce que vous avez vu à faire des films. Et la plupart des films sont invisibles, ils ne sont pas trouvables, ils ont été perdus, ils sont... Voilà, donc... et parmi ces personnalités, il y en a une très forte qui ressort pour moi, qui est celle de Richard Kahn, qui est pour le coup un vrai nihiliste. Et pourtant, malgré ça, ils ont une vraie culture aussi du cinéma, et ils sortent tous des codes d'art. Et voilà, mais il n'y a pas... Finalement, c'est très sincère parce qu'il n'y a pas de volonté chez eux, ils sont assez anarchistes, assez nihilistes, et ils le sont jusqu'au bout parce qu'il n'y a pas de volonté chez eux de vraiment faire un mouvement, à part pour Nick Z.
Et c'est ça que je trouve intéressant chez eux, c'est cette sincérité-là. Ils sont nihilistes, mais jusqu'au bout. Finalement, il n'y a pas d'organisation. Il n'y a pas de pensée derrière. Et chacun est libre. Et finalement, c'était vrai dans leur cas. C'est ça que j'aime aussi chez eux. En fait, c'était d'abord dans les clubs. Les clubs ou les murs. Les murs en dehors des clubs, ils faisaient aussi des projections sur les murs. Mais surtout dans les clubs de rock ou pendant les concerts, comme Sonic Youth. Ensuite, il y a eu effectivement des projections dans des festivals. Il y a une histoire très drôle à Berlin, au West Side Kino, où là il commençait à être un petit peu connu, un tout petit peu. Et Richard Kern montrait Fingered, et il y a un groupe de féministes qui est arrivé, qui a balancé de la peinture sur les écrans, sur les copies, qui a brûlé les copies, etc. Donc je pense qu'ils ont arrêté le festival très vite. Et il y avait ce festival à New York où ils projetaient leurs films. Il faut savoir que dans les festivals, dans ces mêmes festivals, il y avait Todd Haynes qui a fait le film donc, sur Bob Dylan. Il y avait du Jarmusch. Voilà, c'était dans ce contexte aussi, à un moment donné, qu'ils étaient projetés. Mais au départ, c'était vraiment les clubs de rock, tout simplement. Je faisais plaisir de toute façon, je pensais avec ces films, très sincèrement. Enfin, plaisir. Ça dépend de votre niveau de masochisme, mais... Il venait de Caroline du Nord. Son père était photographe dans le journal local. Donc il a appris à son fils à faire des photos. Et puis il a intégré une école d'art. Et comme il le dit lui-même, voilà, au bout d'un moment, il faut aller à New York. Je ne connais pas beaucoup plus de sa vie. On a parlé un jour un petit peu des milieux dont on venait, qui étaient très simples finalement. Je crois que ses parents, enfin, il a eu une vie très simple, sans accroc, sans rien. Vraiment. C'est peut-être ça qui l'a amené à ça, je ne sais rien. On parlait de nihilisme, c'est vraiment le cas. Pour la petite anecdote, la première expo de Richard Kern, il avait mis toutes ses photos par terre. Donc je pense qu'il y a un vrai côté autodestructeur chez ces personnes-là et chez Richard Kern en particulier. Ils se mettent en scène énormément, ils prennent beaucoup de risques aussi. Un des courts-métrages de Richard Kern qui n'est plus visible, et un de ses premiers, si ce n'est le premier, c'est ses amis et lui en train de se shooter à l'héroïne autour de sa table dans son appartement. C'est assez fort quand même comme concept. Il y a un côté très sombre, même s'il y a beaucoup d'humour, je trouve, dans ces films, dans les films de Kern en particulier, il y a quand même une sorte de parfum de mort dans tous ces films. Moi, je pense que c'est la personne la plus autodestructrice à l'époque. C'est la personne qui a le mieux survécu, probablement. Donc, en disant ça, je veux dire que c'est quelqu'un qui a réussi à mettre ça derrière lui, à arrêter de prendre autant de drogue qu'il en prenait, à créer une famille, à avoir un enfant. Enfin, c'est un sens différent pour chacun, mais qui a continué à faire ses photos, même s'il est beaucoup critiqué sur les photos qu'il fait aujourd'hui, qui sont censées être voilà, beaucoup plus simples qu'avant et beaucoup moins tendance, etc. Mais il y a quand même... Enfin voilà, c'est quelqu'un qui s'en est sorti et de manière assez admirable. Maintenant, effectivement, je pense que c'est une sorte de génération de creux, ou d'un cynisme total. Mais je ne saurais pas... C'est pour ça qu'il n'y a pas d'héritier direct, je pense. Rien ne pouvait suivre à ça. Ça n'ouvre pas de porte. C'est juste dans l'instant, on va faire ça, on a envie de le faire, c'est très animal, c'est très immédiat, c'est très cynique. Et je pense qu'ils risquaient trop aussi... ils sont mis trop en danger. Ça ne pouvait pas continuer de toute façon. Ça ne pouvait pas être un mouvement qui allait apporter quoi que ce soit, puisque chaque fois qu'ils faisaient un film, ils se mettaient en danger. En fait, le premier bouquin de Kern, l'édition que vous pourrez trouver aujourd'hui, il n'y a que des femmes, alors qui sont beaucoup plus masculines, beaucoup plus matures, etc. C'est beaucoup plus violent. Alors que la vraie première édition, il y avait des hommes et des femmes. Et des hommes qui étaient torturés, saignés, etc. Et des photos de femmes très érotiques à côté. Taschen lui a demandé d'enlever toutes ces photos d'hommes. Et je pense que c'est là qu'il a pris la décision effectivement de gagner de l'argent avec ce qu'il faisait et de pouvoir se donner la liberté, parce qu'en fait ce n'est pas que négatif ce qu'il fait. Il s'est donné la liberté de pouvoir vivre de ses photographies et de pouvoir s'amuser avec. Il est passé d'un extrême à l'autre, je pense.
Et est-ce que c'est commercial? Oui, je pense. C'est quelque chose qui m'a dérangé aussi à un moment donné. Maintenant, c'est un personnage tellement particulier et je pense qu'il a tellement frôlé la mort ou des souffrances extrêmes à certains moments, ou la folie, qu'il a dû passer d'un extrême à un autre. Du coup, enfin, moi je pourrais pas lui en vouloir. Je pourrais pas ouvrir un bouquin en me disant ah mais vraiment c'est ultra commercial, mais maintenant que j'ai entendu certaines anecdotes, maintenant j'ai rencontré, je pense que c'était une nécessité pour lui aussi. Je crois qu'il s'amuse à faire ce qu'il fait. C'est quelqu'un de très simple en fait. C'est le plus doué pour moi, c'est le plus intelligent. C'est la personne qui pourrait faire des choses absolument merveilleuses, qui aurait pu faire des longs métrages incroyables. Mais c'est quelqu'un de très simple et qui n'est pas très sociable non plus. Donc je crois que c'était une question de survie, moins que de se faire de l'argent. Alors, j'ai été en contact avec lui et il m'a dit, il venait sur Paris pour un concert. On en a parlé. Il a pris une journée pour réfléchir et il m'a dit que finalement ça ne l'intéressait pas de participer à un projet comme celui-là parce que c'était derrière lui. Il voulait plus en parler. Puis c'est aussi difficile, c'est pas le seul aussi à m'avoir dit ça, parce qu'ils ont tous été très liés et je pense qu'ils ont tous vu des choses des uns et des autres, des aspects très très sombres. Et il y a beaucoup d'histoires très sombres qui les lient. Je pense que c'était aussi une question de survie à un moment donné de laisser ça derrière. Sonic Youth, Lydia Lunch et Richard Kahn se voient encore beaucoup et travaillent encore ensemble. Mais les autres se sont vraiment dispersés. Et Richard Kahn et Nick Z dans la même pièce, c'est assez compliqué. Lydia Lunch et Nick Z dans la même pièce, c'est sanglant. Donc voilà, je pense que c'est assez difficile pour certains d'entre eux d'avoir à parler. Fœtus, c'était aussi le grand amour de Lydia Lunch. Et je pense qu'il y a un réel problème pour eux de parler de l'un et de l'autre. Oui, puis ils ne veulent pas forcément être considérés comme ayant fait partie d'un mouvement. Je pense justement parce que c'est des personnages aussi très forts qui ont un art chacun très différent et très marqué. Je pense que des années après, 25 ans après, ils n'ont aucune envie de se retrouver mêlés à ça. Puis ils avaient 20 ans, 25 ans. Quand vous repensez à ce qu'on faisait quand on avait 18, 20 ans, parfois on n'aime pas trop y repenser, aux petits films qu'on a fait avec ses copains quand on avait 20 ans, on n'aime pas trop qu'ils ressortent, je ne sais quoi. Voilà, je pense que c'est vraiment derrière eux. La première fois que j'ai interviewé Kahn, il n'y avait aucune envie de sa part de parler du cinéma de la transgression. J'ai dû parler de ses photos pendant un certain temps et ensuite l'amener à ça. Ça l'a un peu agacé la première fois. Pour eux, c'est des vieux souvenirs. C'est aussi simple que ça. Elle a toujours envie. Elle ne faisait pas partie du mouvement et je n'ai pas essayé de la contacter. Par contre, il y a un vrai rapport, je pense, en termes de voyeurisme, il y a un vrai rapport entre Kahn et Nat Goldin sur le fait de se mettre en scène. Presque de masochisme aussi. Voilà. Donc il y a, mais c'est pas le seul Richard Kahn à faire ça à l'époque. Il y a Eric Kroll, il y a d'autres personnes de toute façon. Il y a Larry Clark avec ses photos à tuer ça, qui sont aussi fortes que celles de Kahn, voire plus pour certaines, je pense. Alors il y a des héritiers directs qui sont venus de toutes parts des États-Unis et qui ont déboulé à New York à la fin des années 80, donc ils sont raccrochés à ce mouvement. Et on peut rapprocher Bruce LaBruce par exemple, qui est pour moi un héritier direct, qui venait lui du Canada, qui avait un mouvement qui s'appelait le homocore, donc qui faisait des films un peu trash, avec un humour assez noir, mais sur des gays, voilà, qui mettait en scène à chaque fois son personnage de Bruce LaBruce. Donc ça c'est une première chose. Après, alors, voilà, la manière dont je vois les choses, j'ai jamais vraiment cherché d'héritier direct, mais en France, je penserais à quelqu'un comme Jean-Louis Coste. Alors, c'est pas un héritier direct, mais c'est un équivalent. J'ai trouvé des choses intéressantes quand Harmony Korine a commencé à faire des films. Alors, ça va paraître un petit peu lointain comme comparaison, mais au niveau de la narration et des choses comme ça, je trouvais qu'Harmony Korine, c'était quelqu'un qui posait des questions, voilà, sur le format du film, sur la narration, qui remettait un petit peu tout ça en question. Donc voilà, après, je pense pas qu'il y ait d'héritier direct en fait, parce que déjà je pense pas que ça ait été perçu comme un mouvement d'une grande ampleur, et je pense pas qu'il y ait, comme ils sont encore vivants, donc ça n'a pas encore impacté.